Je voudrais commencer par mes remerciements pour les si chaleureuses paroles d'accueil que j'ai entendues et aussi pour l'analyse si profondément pénétrante et sympathisante qui a été proposée de mon effort critique. Je suis profondément touché de ces introductions qui m'ont rapproché de vous et qui me permettent de vous adresser la parole peut-être sans prendre trop de précautions initiales. J'ai l'impression d'être devenu un tout petit peu, même beaucoup mieux connu de vous grâce à ce qui vient d'être dit. À la fin d'une série de leçons sur la perception corporelle, j'ai choisi de parler du héros cérébral et de son corps. C'est donc un problème qui appartiendrait à l'histoire des idées, ou à l'histoire thématique du moins à première vue. Qu'est-ce que le héros cérébral ? C'est ce type littéraire qui apparaît approximativement au début, au premier tiers du XIXe siècle. C'est ce héros littéraire, ce type littéraire, pour lequel l'action se concentre à peu près entièrement dans l'accomplissement ou dans l'échec d'une ambition réfléchie qui concerne les transformations, les conquêtes, les triomphes ou les déroutes de l'intelligence, de l'activité spirituelle. En un certain sens, le héros cérébral prend le relais du saint et ceux qui écrivent l'histoire du héros cérébral empruntent quelquefois le ton de l'hagiographe. Le héros cérébral est donc un personnage qui vit essentiellement dans un rapport avec lui-même et avec lui seul, mais assurément également dans un rapport oblique, contingent, difficile avec la société, avec le monde dont il s'écarte. Le héros cérébral apparaît souvent comme un Napoléon sans autre espace que lui-même. C'est ici que, très évidemment, une interprétation sociologique et une interprétation psychanalytique, comme on vient d'y faire allusion, pourrait intervenir. L'explication sociologique alléguerait l'insertion problématique dans l'espace social d'un certain nombre de représentants de certaines catégories sociales. Par exemple, au XIXe siècle, les représentants de la petite noblesse ou d'une certaine bourgeoisie. Ainsi, le héros cérébral serait contemporain d'une problématique de l'individu qui se choisit lui-même comme autorité suprême, non sans rencontrer dans sa propre sphère, dans celle sur laquelle il veut régner, des conflits. Mais le conflit, s'il existe avec la société, se répercute au sein même de l'individu. Et c'est ici que la psychologie pourrait s'engouffrer à son tour et essayer de se servir de concepts comme celui d'idéal du moi, de surmoi ou de sublimation. Mais je laisserai de côté ces explications ou ces clés d'interprétation. Je voudrais rester sur le plan descriptif et simplement essayer de mettre quelques œuvres en rapport les unes avec les autres. Sans doute faut-il prendre quelques précautions au départ. Le héros cérébral, dont l'aventure à la limite se confine dans une cervelle, n'est-ce pas, n'est pas tout à fait le héros intellectuel dont l'histoire a été faite par mon ami Victor Bromberg,
le héros intellectuel qui peut être parfaitement engagé dans les actions les plus diverses, dans les actions politiques, belliqueuses, sociales ou autres, à partir du souci ou des exigences d'une conviction philosophique ou à partir d'une nature, d'une constitution de poète ou d'artiste. Vous pensez immédiatement, à propos de ces héros intellectuels, aux personnages de Malraux, à certaines figures aussi de Gide, ou en remontant plus haut, à certains grands personnages de Balzac, comme Rastignac ou Lucien de Rubempré, qui sont des intellectuels, mais qui se lancent à la conquête de la gloire, l'un pour réussir, l'autre pour échouer. Les limites sont quelquefois difficiles à tracer et néanmoins, dans certains cas, elles sont bien perceptibles. Je prendrai un exemple qui m'est familier, qui m'est cher. Dans le roman de Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Saint-Preux est un précepteur. Il appartient donc à la catégorie des intellectuels un peu marginaux qui vivent dans une espèce de dépendance et de salariat dans les maisons privées. Mais si Saint-Preux est un intellectuel, son aventure n'est pas celle d'un héros cérébral. Son aventure, même si elle comporte des aspects intellectuels, est d'ordre affectif. Son aventure comportera l'éducation des enfants de celle qu'il aime, de celle qu'il a aimée, de Julie. Il y a donc une expérience pédagogique de Saint-Preux, mais je ne le considérerai pas comme un héros cérébral. Il en va de même pour le Werther de Goethe, qui dérive très manifestement de Saint-Preux, mais où situer le Faust de Goethe. Certainement, il est un héros cérébral, mais il est aussi un personnage qui affronte le monde, qui se mesure aux exigences de la vie active, qui ne reste pas dans les quatre murs de son cabinet comme le feront les grands héros cérébraux, comme le fera par exemple M. Teste. D'un autre côté, je n'oublierai pas, mais je laisserai de côté l'écrivain, l'auteur, qui, se distinguant de sa création, la manœuvrant en toute liberté, se pose lui-même comme tout-puissant et prend figure de héros derrière ces personnages. Je pense à Sterne et à son Tristram Shandy, qui est une pseudo-autobiographie, l'auteur ironique qui raconte sa naissance, qui ne va pas plus loin d'ailleurs que l'histoire de sa naissance, devient le héros principal de son roman dans l'instant même où il le rédige, où il mène son récit. C'est l'acte d'écrire, c'est l'acte d'énonciation qui est souverain. Remarquez d'ailleurs que, racontant sa naissance, Sterne ou Tristram Shandy a bien des choses à nous dire de son corps, par exemple du nez que le forceps du chirurgien a écrasé. Et poursuivant un peu plus loin l'histoire de sa vie, il nous parle des conséquences assez désastreuses et un peu scabreuses de la chute d'une sash window, d'une fenêtre à guillotine. Il y a donc, dans le rapport de l'auteur à son corps, de cet auteur souverain à son corps, quelque chose où le corps n'est pas tout à fait heureux. Eh bien, je commencerai par évoquer un premier héros cérébral qui est peut-être le grand prototype dans la littérature française de toute une série d'autres personnages. C'est ce héros que Balzac fait apparaître dans ses études philosophiques et qui donne son nom pour titre à un roman, Louis Lambert. Louis Lambert,
c'est un génie à l'état sauvage, qui réinvente presque librement tout le savoir en lisant des livres sur les chemins, sur les routes. Le bonheur ou le malheur fait que Madame de Staël, dans l'imagination de Balzac, le rencontre et décide de parfaire son éducation en l'envoyant au collège d'Angoulême. Mais là, ce jeune homme va se heurter aux contraintes militaires de la discipline et toute son histoire va être l'histoire du génie réprimé, dévié de sa trajectoire, et le récit en sera fait par un camarade admiratif, si admiratif que pour lui, le génie de Louis Lambert est resté à jamais une énigme, n'aura jamais pu être épuisé. Louis Lambert a écrit un traité de la volonté, mais malheureusement ce traité, enfermé dans une boîte, a été confisqué par l'un des professeurs. Dans ce traité, je l'ajoute aussitôt, Louis Lambert faisait une très grande part au jeu de l'action et de la réaction. Et le narrateur qui a eu connaissance de ce traité et qui en retrace quelques éléments, montre en Louis Lambert quelqu'un qui avait eu aussi les intuitions qui ont été celles des grands physiologistes, celles d'un Bichat par exemple. Ainsi, dans le traité de la volonté, il y a quelque chose comme un modèle interprétatif qui pourra être utilisé pour interpréter le désastre intellectuel de Louis Lambert. Le premier désastre résulte du déracinement. Madame de Staël a enlevé cet enfant à sa vie libre, qu'il menait sur les chemins, dans la campagne, en lisant les livres de son oncle, et au collège, dans les conditions véritablement carcérales du collège, le pauvre Louis Lambert va souffrir de ce mal que les romantiques estimaient terrible, la nostalgie. Pour eux, c'est un mal du corps. Et la nostalgie de Louis Lambert le rendra profondément malade. Il sera expédié à Paris et là, le désastre va se compléter car Louis Lambert ne parviendra à trouver ni dans le domaine de l'argent, ni dans celui de la sexualité, les conditions nécessaires à la poursuite de ses activités intellectuelles. Il se liera au groupe du Cénacle, dont le grand homme est d'Arthez et auquel appartient également Michel Chrétien, et l'aventure intellectuelle, qui s'enlisera d'ailleurs, sera conduite et menée plutôt par d'Arthez que par Louis Lambert. Louis Lambert, précisément parce qu'il ne sait pas maîtriser le rapport action-réaction entre lui-même et le monde, va sombrer dans la folie, dans un état cataleptique dont le narrateur se demande s'il est une contemplation extatique supérieure à toute intelligence ou si ce n'est tout bonnement rien d'autre que la folie. Car Louis Lambert, la dernière fois qu'il est aperçu, est un personnage tout blanchi, appuyé contre une fenêtre, frottant de façon stéréotypée ses jambes l'une contre l'autre avec un bruit étrange et répétant ces mots, les anges sont blancs. La dernière vision du héros intellectuel est la vision d'un être détruit, hors de toute relation, incapable de toute communication, enfermé dans ce que nous appellerions aujourd'hui le monde clos de la schizophrénie. Retenons, et cela est fort intéressant, que dans l'œuvre de Louis Lambert, il y a ce concept de l'action et de la réaction qui a joué un grand rôle dans la réflexion physique du XVIIIe et du XIXe siècle, et que l'application métaphorique de ce concept au rapport de l'individu avec le monde environnant sert à expliquer l'échec de ce génie qui a donné lui-même la clé de son désastre. Il y a d'autres modèles
chez Balzac, qui sont également intéressants, mais qui concernent des héros que l'on ne peut pas considérer comme des héros cérébraux. Le héros de La peau de chagrin est un jeune homme désireux de jouir de la vie, et le modèle qui prévaut dans ce roman de Balzac, qui fait également partie des études philosophiques, c'est le modèle de la dépense de l'énergie, le modèle de la dissipation de l'énergie. Chaque acte de volonté est la consommation d'un quantum d'énergie, d'une quantité d'énergie, et cette consommation de l'énergie retentit sur le corps lui-même et conduit l'individu à la mort. Les textes de Balzac dont je viens de parler ne sont finalement que de grandes allégories, et on n'y entend pas beaucoup le son, si j'ose dire, de l'écoute du corps. Ces héros, Louis Lambert ou le héros de La peau de chagrin, ne parlent pas de leur corps. Il est peu question de leurs sensations. Néanmoins, le corps est en jeu, et Balzac s'arrange fort bien pour nous le faire savoir. Il me semble que l'un des romans où Balzac nous parlera le plus du corps est un roman dont le héros ne peut en aucun cas être appelé un héros cérébral. C'est César Birotteau. César Birotteau, c'est un bon gros garçon de la campagne qui est venu faire fortune à Paris dans la parfumerie, et qui se trouve pris dans une spéculation immobilière où il est la proie des aigrefins qui le ruinent. Et c'est au moment où il n'arrive plus à comprendre ce dont il s'agit, qu'il sent un fer chaud s'enfoncer dans ses entrailles. C'est au moment où son intelligence est en déficit que le corps se met à parler. Certes, il y aurait encore d'autres textes de Balzac à évoquer, mais je signale César Birotteau comme l'un des premiers grands textes où les sensations corporelles sont exprimées avec vigueur et intensité. Je ne veux pas quitter Balzac sans évoquer un autre désastre arrivant à un héros cérébral. Mais ce héros cérébral, cette fois, est un peintre. Je veux parler du court récit intitulé « Le chef-d'œuvre inconnu ». Ce peintre, Freinhofer, tient un discours génial sur la peinture. Mais il se perd dans sa spéculation. Et le corps de l'œuvre, cette fois il s'agit d'un corps externe, ne sera qu'un fouillis de lignes, un chaos illisible, indéchiffrable. L'échec s'inscrit dans un corps, mais non pas dans le corps du héros, mais dans le corps que le héros veut construire, veut produire sur la toile, dans le corps qu'il veut représenter. L'échec est signifié par la défection de l'accomplissement corporel espéré. Ce corps qui devait surgir, qui devait resplendir, n'est finalement pas présent. Le corps s'est dérobé, ne s'est pas laissé représenter, et Freinhofer est resté captif de son discours conceptuel. Je voudrais maintenant, mais pour compléter ce que j'ai dit hier sur Valérie, procéder à l'évocation contrastive, dans une certaine mesure, de deux personnages opposés que nous pouvons qualifier de héros cérébraux. Il s'agit de textes relativement peu lus de nos jours. Je dis relativement car l'un et l'autre sont des textes qui méritent d'être lus et qui ont trouvé des lecteurs et des critiques récemment. Ce sont des textes qui appartiennent à la fin du XIXe siècle,
qui servent à éclairer beaucoup d'autres textes ultérieurs et qui, de ce fait, doivent être relus avec toute l'attention désirable. Le premier, c'est le plus tardif que j'évoquerai. C'est le docteur Pascal, le héros du dernier des 20 romans de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Et ce héros cérébral est un médecin. C'est celui qui construit, développe, établit le savoir le plus avancé sur la vie, dans une petite ville de province, à Plassans, qui est le nom que Zola donne à Aix-en-Provence. Le second personnage, c'est le héros d'Arrebourg de Huysmans, Jean Floressas des Esseintes. Celui-là, ce n'est pas un savant. C'est un homme qui s'est voué plutôt à la jouissance de la vie. Il n'est pas un créateur ni un philosophe non plus. C'est un esthète, c'est un dilettante. Et c'est en quelque sorte sous la contrainte de l'usure de ses sensations qu'il et aux valeurs. Pascal a découvert, à la manière du physiologiste Brown-Séquard, l'effet merveilleux de rajeunissement de certains extraits d'organes, de certains extraits de cervelle. Et il met tout son espoir dans les piqûres qu'il va faire avec cette drogue. D'un autre côté, il a chez lui sa nièce, qui est une jeune personne beaucoup plus jeune que lui, qui est naïve et croyante, artiste aussi. Il l'aime, mais il ne sait pas si elle est de son côté. Et peu à peu, les deux personnages vont se rapprocher. Zola ménage une scène entourée de foudre, entourée d'éclairs, où la nuit, le docteur Pascal surprend sa nièce en train de fureter dans ses dossiers. Et dans une espèce de corps à corps avec cette jeune fille, corps à corps presque érotique, elle est à demi déshabillée, il va lui expliquer toute l'histoire de la famille. C'est là que le savoir sur l'hérédité familiale s'explicite totalement. Mais Clotilde, influencée par un prédicateur qui est venu à Plassans, s'enferme dans le silence, ne révèle pas le parti qu'elle prend. Pascal ne la conquiert pas du premier coup. La certitude affective fait défaut et Pascal a un échec auprès d'un de ses malades avec son fameux produit miracle. Il l'administre à un cabaretier et ce cabaretier meurt à cause d'une impureté du produit. Alors nous nous trouvons là, dans une situation où le héros cérébral se trouve dans ce que j'appellerais une condition d'échec ou de déficit. Il doute de son savoir et ce complément dont il a obscurément besoin et qui est l'amour
l'amour de sa nièce, un amour incestueux ou à demi incestueux, lui est encore refusé. Et c'est dans cette situation où l'ambition cérébrale et l'ambition active, thérapeutique de Pascal se trouvent mises en échec que soudain la maladie corporelle l'atteint. Elle l'atteint d'une façon que Balzac décrit peut-être à partir de certaines expériences personnelles qu'il a pu avoir dans des états d'épuisement. Pascal, à présent, lorsqu'il se levait le matin, se sentait anéanti de fatigue, plus appesanti et plus las qu'il n'était la veille en se couchant. C'était ainsi une continuelle détresse de tout son être, les jambes molles après 5 minutes de marche, le corps broyé au moindre effort, ne pouvant faire un mouvement sans qu'il y eût au bout l'angoisse d'une souffrance. Parfois, le sol lui semblait avoir une brusque oscillation sous ses pieds. Des bourdonnements continus l'étourdissaient, des éblouissements lui faisaient fermer les paupières, comme sous la menace d'une grêle d'étincelles. Il était pris d'une horreur du vin, ne mangeait guère, digérait mal, puis dans l'apathie de cette paresse croissante éclataient des emportements soudains, des folies d'inutile activité. L'équilibre se trouvait rompu, sa faiblesse irritable se jetait aux extrêmes, sans raison aucune. Pour la plus légère émotion, des larmes lui remplissaient les yeux. Il avait fini par s'enfermer dans des crises de désespérance telles qu'il pleurait à gros sanglots pendant des heures, en dehors de tout chagrin immédiat, écrasé sous la seule et immense tristesse des choses. Vous voyez à quel point ici le corps vient parler, dire sa douleur. Un freudisme rudimentaire dirait que c'est l'insatisfaction sexuelle qui se manifeste par la neurasthénie. Mais en fait, il s'agit aussi bien de l'échec de tout un système de guérison, d'un échec intellectuel. Et ce qui va advenir dans cette situation, c'est la crainte pour Pascal de perdre la position privilégiée de celui qui sait et de celui qui, par le savoir, s'exclut de la fatalité. Bien sûr, il appartient à cette famille tarée par une névrose originelle, celle de la vieille tante Dide qui est plus que centenaire et qui est folle dans la maison des Tulettes tout près de là. Il connaît l'arbre généalogique et il sait qu'il y a de la folie dans sa famille. Mais jusqu'à présent, Pascal espérait que par une loi qu'il croit valable, d'innéité, il n'est pas de cette famille. Il n'en est pas. Il croit pouvoir nier son appartenance charnelle à cette famille de malades. Il croit que l'hérédité l'a épargné. Or, le voilà dans cette vacillation qui lui fait craindre d'être rejoint par la fatalité héréditaire, par tout le mal qui circule dans l'arbre généalogique. Il avait souhaité de n'en être pas, et voici que le malaise corporel lui signifie la dépendance, la non-liberté, son asservissement à ce qu'il considère comme les contraintes de sa race. Alors, voici que cet homme qui en sait long et qui en sait trop, en vient presque à maudire son savoir, qui cesse d'être une puissance libératrice et qui devient une puissance d'affolement. Le dossier qu'il ne cesse de compulser, qu'il va se mettre à ouvrir et refermer à tout moment, ce corpus familial n'est plus dominé d'un œil de clinicien, il recèle la cause omniprésente, non identifiable, du désarroi qui envahit le corps et l'esprit de Pascal jusqu'au moment où sa vue se brouille. Mais Clotilde apparaîtra comme salvatrice. Elle viendra à la fois lui dire « Mais fais-toi donc ces fameuses piqûres, peut-être qu'elles vont te rajeunir. »
pas ? Nous sommes à l'époque où le mythe du grand œuvre alchimique se transforme en mythe de la réjuvénation hormonale. Fais-toi donc ces fameuses piqûres, et d'un autre côté, elle viendra lui dire que, au fond, elle l'aime et qu'elle veut lui appartenir. Elle se donne à lui. Pascal va renaître. Dès lors, il cesse d'être un héros purement cérébral pour compléter son existence par cette dimension d'amour qui lui a fait défaut pendant si longtemps. Ce sont des épousailles bibliques, ce sont les épousailles de David et d'Abigaïl. David est la Sulamite. Mais le roman est ainsi fait que Clotilde doit partir pour Paris. Il y a un échec financier, il y a quelques péripéties qui appauvrissent Pascal. Clotilde doit partir à Paris s'occuper de son frère Maxime ataxique, victime de la syphilis ou victime d'une fatalité héréditaire. Elle est cependant enceinte et Pascal ne le saura que trop tard. L'enfant qu'ils ont ensemble représente la vie, ce pourquoi il a toujours lutté. Donc au-delà du savoir, il y a la vie continuée, mais Pascal est condamné, dès lors qu'il est privé de l'amour, de la présence de Clotilde, il est condamné à retrouver son corps, cette fois sous la forme où l'hérédité se glisse en lui de façon irrécusable, sous la forme de la sclérose cardiaque. Et Zola, qui se documente bien, sérieusement, lourdement auprès des médecins, décrit chez son docteur Pascal tous les symptômes de l'angor pectoris et d'un infarctus qui finira les jours du pauvre médecin avant que Clotilde ne puisse revenir et lui apporter la consolation. Mais Pascal observe sa mort heure par heure. Il inscrit même sa propre mort dans l'arbre généalogique. Il reste l'homme de l'enregistrement savant de tous les instants de sa propre vie. D'ailleurs, à la même époque, un médecin allemand était mort de la même façon en décrivant heure par heure ce qu'il avait éprouvé. Mais, ici encore, comme dans Louis Lambert, le romancier va mettre dans la bouche de son personnage la théorie qui explique le rôle du corps, le rôle et l'interaction réciproque du corps et de l'intelligence. Et vous allez le voir, c'est la leçon de la thermodynamique et non plus la mécanique de l'action et de la réaction qui va ici intervenir. Zola, un peu solennellement et un peu lourdement, met dans la bouche de Pascal des ultima verba. L'homme baignait dans un milieu, la nature, qui irritait perpétuellement par des contacts les extrémités sensitives des nerfs. De là, la mise en œuvre non seulement des sens, mais de toutes les surfaces du corps, extérieures et intérieures. Vous voyez ici toute la théorie de la synesthésie dont je vous ai parlé. Or, c'étaient ces sensations qui, en se répercutant dans le cerveau, dans la moelle, dans les centres nerveux, s'y transformaient en tonicité, en mouvement et en idée. Et il avait la conviction que ce bien porté consistait dans le train normal de ce travail. Recevoir des sensations, les rendre en idées et en mouvement, nourrir la machine humaine par le jeu régulier des organes. Le travail devenait ainsi la grande loi, le régulateur de l'univers vivant. Dès lors, il était nécessaire que si l'équilibre se rompait, si les excitations venues du dehors cessaient d'être suffisantes, la thérapeutique en créa d'artificiel. Et il rêvait toute une médication nouvelle, la suggestion, l'autorité toute puissante du médecin pour les sens, l'électricité, les frictions, le massage pour la peau et les tendons. Il voyait de nouveau le monde sauvé dans cet équilibre parfait,
autant de travail rendu que de sensations reçues, le branle du monde rétabli dans son labeur éternel. Cette page est assez comique dans sa conviction scientifique, un peu fruste, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas trop vite sourire. L'idée d'un salut du monde par l'hygiène publique et privée n'intervient dans cette page ni pour la première ni pour la dernière fois. Il y a des remises au goût du jour de ce genre de théories qui nous viennent par exemple aujourd'hui de Californie et qui trouvent bien des adeptes sur le sol de l'Europe. Ce que vous aurez remarqué dans la théorie scientifique du docteur Pascal, c'est tout bonnement le principe de Mayer-Helmholtz-Joule de la conservation de l'énergie et de la transformation de l'énergie afférente en travail efférent. On trouve également chez Zola et dans la bouche du docteur Pascal des doctrines qui sont presque celles que l'on trouverait au fond à la même époque chez Freud. Des idées selon lesquelles les excitants extérieurs doivent susciter une réponse, Freud dira une abréaction dans le langage de Louis Lambert encore, n'est-ce pas? Si l'on veut que l'homme se porte bien, il doit y avoir une sorte d'élimination de l'excitation. C'était d'ailleurs une de ces théories que l'absolu repos ne valait rien, qu'on ne devait jamais le prescrire, même au surmené. Un homme ne vit que par le milieu extérieur où il baigne, et les sensations qu'il en reçoit se transforment chez lui en mouvement, en pensée et en acte, de sorte que s'il y a repos absolu, si l'on continue à recevoir des sensations sans les rendre digérées et transformées, il se produit un engorgement, un malaise, une perte inévitable d'équilibre. Vous avez ici la doctrine, si j'ose dire, la formulation d'un impétus laborieux, d'une morale du travail qui est celle précisément contre laquelle protestera Lafargue dans son fameux pamphlet « Le droit à la paresse ». Eh bien, vous le voyez, nous avons ici un héros cérébral qui formule la théorie même qui régit sa propre vie et qui va mourir d'avoir perdu ce contact aimant avec cette jeune femme, mais mourir les yeux ouverts, en toute conscience et en portant son espoir, non pas dans l'achèvement du savoir dont il n'est pas capable, mais dans le prolongement de la vie avec un grand V, notion quelque peu large et fruste et taillée à la manière de Zola, bien sûr, donc très grossière en un certain sens, mais cependant très noble dans l'image finale de la mère qui allaite son enfant. Eh bien, si nous passons maintenant à Huysmans, nous quitterons un univers de la fécondité pour entrer dans un univers de la stérilité et du célibat endurci. Vous savez que Huysmans avait été proche de Zola, lui avait dédié un roman, Les Sœurs Vathar, mais dans un rebours de 1884, il va développer une espèce de fable bouffonne, car son héros des Esseintes est une sorte de pantin. Et cela va être le commencement du divorce entre Zola et Huysmans. Des Esseintes est un esthète. Je dirais que chez ce héros essentiellement inactif, la puissance toujours en éveil est la volonté de sentir. La volonté de sentir, la volonté de jouir. En fait, on pourrait analyser des Esseintes en termes kierkegaardiens. Il est l'homme du stade esthétique
et Huysmans, dans une préface tardive, nous laissera entendre que, après l'expérience de Des-Esseintes, il ne peut y avoir que l'agenouillement au pied de la croix ou le coup de pistolet, c'est-à-dire le saut dans le religieux, comme dirait Kierkegaard. Eh bien, Des-Esseintes, lui, s'est dilapidé dans le dilettantisme sexuel, dans le dilettantisme du plaisir. Et il s'est tellement dilapidé, il s'est tellement usé, qu'il lui va falloir, sur ordre des médecins, se cloîtrer dans une solitude qu'il meuble pour satisfaire sa sensibilité d'esthète. Il se fait en quelque sorte l'ensemblier d'une solitude recluse où toute espèce de dispositif, que ce soit la bibliothèque, l'orgue à bouche qui lui dispense des espèces de cocktails, les fleurs qui imitent les fleurs artificielles, Des-Esseintes se fait l'ensemblier d'un monde totalement séparé de la nature. Car chez ce névrosé, marqué dès la naissance par la névrose, ce qui prévaut, c'est la haine de la nature, la volonté de s'en rendre maître, l'artificialisme érigé en principe. D'où l'amour de Des-Esseintes pour le latin de la décadence, d'où l'amour de Des-Esseintes pour tout ce qui est corrompu et morbide. J'aurais aimé ici faire une étape par une analyse stylistique très attentive, presque microscopique, de quelques paragraphes du livre. Mais ce n'est pas là la place d'une telle analyse. Je dirais simplement que du point de vue méthodologique, j'aimerais examiner à la loupe un paragraphe comme celui-là qui se trouve au début du roman et qui explique pourquoi Des-Esseintes va devoir mener cette existence enfermée, claustrale, protégée, mais en même temps douillette, remplie de jouissances qu'il peut dominer et maîtriser et guider en apparence, presque entièrement à sa guise. Quoi qu'il tentât, un immense ennui l'opprimait. Il s'acharna, recourut aux périlleuses caresses des virtuoses. Mais alors sa santé faiblit et son système nerveux s'exacerba. La nuque devenait déjà sensible et la main remuait droite encore lorsqu'elle saisissait un objet lourd, capricante et penchée quand elle tenait quelque chose de léger comme un petit verre. Les médecins consultés l'effrayèrent, il était temps d'enrayer cette vie, de renoncer à ces manœuvres qui alitaient ses forces. Il demeura pendant quelque temps tranquille, mais bientôt le cervelet s'exalta, appela de nouveau aux armes, de même que ces gamins qui, sous le coup de la puberté, s'affament de mets altérés ou abjects, il en vint à rêver, à pratiquer les amours exceptionnels, les joies déviées. Alors ce fut la fin. Comme satisfait d'avoir tout épuisé, comme fourbu de fatigue, ses sens tombèrent en léthargie, l'impuissance fut proche. L'analyse stylistique nous montrerait chez Huysmans cette étrange répétition de la tentative, n'est-ce pas, ce perpétuel recommencement d'une volonté de sentir qui ne veut jamais abdiquer, et la double conséquence de l'affaiblissement d'une part et de l'exacerbation de l'autre. Il y a une espèce de concurrence entre la débilité et une espèce de vibration encore plus aiguë de tout l'organisme, de tout l'être. Alors, j'aurais montré le jeu des préfixations en ex, s'exacerba, s'exalta, exceptionnel et même épuisé. Et j'aurais montré le jeu des préfixations de la perversion
des mots commençant par le préfixe ab, comme abject, dévié, tout cela pour aboutir au préfixe privatif par excellence, impuissance. Et assurément, des Saintes, dans le récit qui va se poursuivre, est un impuissant, mais un impuissant qui veut sentir, qui veut dominer ses sensations, qui veut être le maître absolu de son univers sensoriel. Or, que va-t-il advenir? Il va advenir que dans toutes les sensations que des Saintes va vouloir se donner pour jouir, la souffrance viendra comme doubler ou prolonger en écho ces sensations. Et nous pourrions faire ici l'inventaire de tous les épisodes du roman où, presque constamment, le héros cérébral, dans sa demeure solitaire, qu'il a agencée de la façon la plus parfaite, dont il a réglé le fonctionnement comme une grande horloge, avec 2 serviteurs qui sont appelés par des timbres et par des signes qui évitent toute espèce de contact humain, toute espèce de parole et de voix, eh bien, des Saintes va tenter des plaisirs qui se tourneront constamment en tourment. D'abord, lisons le texte capital qui est la profession de foi antinaturelle. Le tout est de savoir s'y prendre, de savoir concentrer son esprit sur un seul point, de savoir s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la réalité. Au reste, l'artifice paraissait à des Saintes la marque distinctive du génie de l'homme. Comme il le disait, la nature a fait son temps. Profession de foi qui fait penser à Baudelaire. Mais c'est là véritablement un projet de héros cérébral, n'est-ce pas? Un projet de maîtrise et même de maîtrise abstraite ou d'hallucination dirigée, un peu dans le sens où Hervé de Saint-Denis proposait de diriger les rêves. Est-ce qu'un homme ainsi, maître de son domaine, de ses moyens, avec une richesse considérable, va rencontrer l'adversité? En fait, il dispose l'univers autour de lui de façon à ajuster de façon parfaite tous les objets à ses possibilités de jouissance. À tout objet naturel, des Saintes substituent un objet second, dépendant de lui seul, et qui ne comporte pas en principe le risque d'affrontement que tout objet extérieur, que toute personne étrangère peut entraîner. Aucune adversité n'est à craindre quand, sous la protection d'une suffisante fortune matérielle, l'on s'entoure d'objets qui remplacent le monde. Que le substitut soit mimétique, comme un tableau, métaphorique ou imaginaire, qu'il s'agisse de livres ou bien de locomotives à la place de femmes, ou de fleurs naturelles imitant des fleurs fausses, tout est du ressort de l'art, de l'artifice, tout a passé au tribunal du jugement critique, et par conséquent, rien n'a été admis qui n'ait été considéré propre à satisfaire le goût le plus difficile, la plus difficile exigence. Cette sélection rigoureuse qui se développe au long des célèbres chapitres et qui décrivent les collections de des Saintes, cette sélection crée un monde en miroir où chaque désir trouve ce qui lui correspond, où chaque rareté suscite un plaisir qui l'agrée. Mais le péril est là qui guette. Il guette dans le corps de des Saintes. La fonction que les narratologues appellent fonction d'opposition, la fonction d'opposant qui fait obstacle
au désir ou à l'action du héros est dans le corps du héros, dans sa mémoire, dans ses rêves, dans ses cauchemars ou dans sa douleur corporelle. Certains d'entre vous connaissent cet ancêtre des machines à cocktail qu'on trouve maintenant dans de nombreux cafés, l'orgue à bouche, inventé par des esseintes, permettant de mélanger des liqueurs tout à fait hétérogènes et de créer des espèces de cocktails. Bien. Le chapitre de l'orgue à bouche se termine par une scène épouvantable. Pourquoi ? Parce que la dernière boisson que prend des esseintes a un goût phéniqué, un goût de phénol. Et ce goût de phénol, par association, rappelle à des esseintes une rage de dents épouvantable qu'il a eue dans le passé et l'extraction terrible qui a dû être faite par un gigantesque et castrateur dentiste. Un autre chapitre rapproche les réflexions mystiques des esseintes et la philosophie de Schopenhauer. On est sur le point de s'endormir en quelque sorte dans une espèce de nirvana, à la fois à travers la littérature mystique et la philosophie de Schopenhauer, et voici que survient le tourment, les névralgies, et que se réveillent toutes les douleurs corporelles. Ces retours de la croyance, ces appréhensions de la foi le tourmentaient surtout depuis que des altérations se produisaient dans sa santé. Il coïncidait avec des désordres nerveux nouvellement venus. Alors ce sont des douleurs affreuses et toute une torture du corps que Huysmans va s'ingénier à décrire, car chez lui l'esthétisme se renverse volontiers en dolorisme. Ces accidents avaient lentement disparu grâce à une vie plus réglée. Maintenant, ils s'imposaient à nouveau, variant de forme, se promenant par tout le corps. Des douleurs quittaient le crâne, allaient au ventre ballonné, dur, aux entrailles traversées d'un fer rouge, aux efforts inutiles et pressants, puis la toux nerveuse, déchirante, aride, commençant juste à telle heure, durant un nombre de minutes toujours égal, le réveilla, l'étrangla au lit. Enfin, l'appétit cessa, des aigreurs gazeuses et chaudes, des feux secs lui parcoururent l'estomac, il gonflait, étouffait, ne pouvait plus, après chaque tentative de repas, supporter une culotte boutonnée, un gilet serré. Ici, des esseintes devient presque une espèce de clown pitoyable. Le chapitre des fleurs, des esseintes commande des fleurs rares, mais c'est devant une fleur rare qu'il s'assoupit dans la tiédeur de la serre, et c'est là qu'il fait le cauchemar de la grande vérole. Et c'est là qu'il voit apparaître la femme dont les affreux yeux se tournent contre lui. Il y a là tout un fascinium et encore une fois toute une hantise de castration qui se manifeste. Un autre épisode sera celui de la réminiscence du passé à travers des parfums, des bouteilles débouchées, mais la scène se termine par une douleur aiguë et par un malaise où des esseintes s'évanouit. Il doit être secouru par ses serviteurs. Puis s'impose la névrose gastrique avec une faim qui devient un tourment, mais une nausée qui empêche l'ingestion de tout aliment. Je dirais qu'ici, l'intervention de la nausée en 1884, autant et plus que dans un voyage à Cythère de Baudelaire, me paraît d'une très grande importance. C'est à peu près à la même époque que le héros de la faim de Knut Hamsun connaît lui aussi la nausée après avoir mangé de la viande avariée. Et cette nausée des esseintes
me paraît significative par l'écho ou le relais que lui donnera un autre héros intellectuel, je veux dire le héros du roman qui s'intitule La nausée, Roquentin, n'est-ce pas, le héros de Sartre. Et à propos de ce livre, à propos de ce roman, j'ouvre ici une simple parenthèse en lisant un passage de L'être et le néant de Sartre, où Sartre nous dit ce qu'il entend par nausée, et ce qu'il entend par nausée, vous allez le voir, c'est tout bonnement la sensation du corps, la synesthésie. Et Sartre utilise ce mot qui, au moment où il écrivait L'être et le néant, était encore couramment utilisé par les psychologues français. En l'absence même de toute douleur physique, l'affectivité synesthésique est pure saisie non positionnelle d'une contingence sans couleur, pure appréhension de soi comme existence de fait. Cette saisie perpétuelle par mon pour soi, entendez par ma conscience, d'un goût fade et sans distance qui m'accompagne jusque dans mes efforts pour m'en délivrer et qui est mon goût, c'est ce que nous avons décrit ailleurs sous le nom de nausée. Une nausée discrète et insurmontable révèle perpétuellement mon corps à ma conscience. Bien sûr, Roquentin reste un héros intellectuel et dans les chemins de la liberté, nous verrons apparaître chez Sartre des héros qui s'engagent. Mais c'est là une autre histoire, c'est le cas de le dire. Autre jouissance ou autre consolation que Des Esseintes veut se donner, la musique, les illusions, enfin les plaisirs de la musique. Mais elles vont se transformer en illusion de l'ouïe, en une espèce d'hallucination auditive. Il entendra retentir à ses oreilles des glas de mort, des bourdonnements qui réveilleront encore davantage ses nausées. Et c'est alors qu'appelé in extremis, un médecin fort savant, héros intellectuel, si vous voulez, à sa manière, trouve le moyen de guérir Des Esseintes, mais d'une manière encore une fois clownesque, par des lavements nutritifs. À rebours, n'est-ce pas? La nourriture que Des Esseintes ne peut prendre par la bouche lui sera injectée par voie rectale et on lui demandera de regagner Paris pour échapper à cette solitude qui est finalement plus délétère que salvatrice. Vous le voyez ici, la douleur corporelle représente le sévère retour offensif de la nature pour celui qui avait espéré s'en séparer à tout jamais, pour celui qui avait espéré vivre dans l'artifice. La nature niée se retourne contre le sujet, contre le héros qui voulait vivre cérébralement, mais avec tout son appareil nerveux au service de ses jouissances. Il en va de même dans d'autres textes de Huysmans comme en Rade. Vous me direz que, oui, bien sûr, l'esthétisme implique l'exercice des facultés sensorielles, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'esthétisme sans qu'il y ait tout un appareil nerveux en éveil. Il faut donc une présence active de la nature en nous, à notre service, pour que nous jouissions de la vie. Mais la conclusion qu'en tire Huysmans, je vous l'ai déjà fait entrevoir, c'est la conversion, c'est le passage au stade religieux, mais remarquons que chez lui, le passage au stade religieux n'éliminera nullement l'esthétisme, et cet esthétisme se convertira en dolorisme. Huysmans va écrire des pages très travaillées, très belles, très esthétisantes sur le terrible Christ de Grunewald ou sur Sainte Lidwine de Scriedam, l'héroïne de Thomas à Kempis. Qu'il me suffise, car maintenant je dois conclure, de vous dire que Valéry aura lu et relu à rebours, qu'il aura été fasciné par ce livre avant de prendre du champ et de se distancer de Huysmans.
Dans une conversation avec Frédéric Lefebvre, parlant de son héros dont j'ai parlé hier, Valérie déclare « Teste est un personnage obtenu par le fractionnement d'un être réel dont on extrairait les moments les plus intellectuels pour en composer le tout de la vie d'un personnage imaginaire. Mais si spécialisé qu'il soit, si détaché des modes d'exister communs. Détaché des modes d'exister communs, c'est bien ce qu'étaient des essaims. Il arrive un moment où la douleur physique a raison de lui, et j'ai voulu indiquer dans Teste l'aspect que prend la sensation douloureuse aiguë quand elle envahit et traverse le champ d'une intelligence elle-même toujours excitée. Eh bien, je conclurai maintenant en laissant bien des problèmes de côté, en laissant ouvertes bien des questions, mais j'aimerais rappeler un ou deux éléments qui peuvent servir à pousser un peu plus loin notre réflexion. Je reviendrai sur cette remarque d'ordre narratologique que j'avais formulée au passage. Quand l'action se concentre dans le domaine de l'intellect, alors l'opposant adéquat ne peut être que le corps. Le corps douloureux est l'opposant, en quelque sorte prédestiné, à une action elle-même purement interne, cérébrale et au fond nerveuse. Si bien que dans ce que j'appellerais la psychomachie de l'homme moderne, le corps devient le grand partenaire, source de jouissance, mais limite infranchissable quand il est le porteur de la douleur. Un second point qui m'a paru devoir être souligné et que je reprends et relève en manière de conclusion, c'est que les écrivains qui prennent pour sujet l'expérience du corps et l'expérience conjuguée de la conquête intellectuelle sont très souvent tentés de fournir dans leur texte la clé des phénomènes qu'ils décrivent. C'est ainsi que Valérie, dans les fragments que j'ai signalés hier sur les rapports entre le corps, l'esprit et le monde, Valérie déclare que le mon corps, le mon esprit, le mon monde, ce sont trois directions qui se dessinent toujours et trois domaines. Quand l'un domine et par conséquent se différencie, se manifeste en tant que diversité, les deux autres sont au contraire simplifiés et bloqués. Ainsi, quand le mon esprit se divise ou que le mon corps se fait plusieurs sensations. Il y a là quelque chose comme un modèle proposé par Valérie, n'est-ce pas, pour expliquer la façon dont l'hypertrophie de telle de nos expériences, l'expérience de l'esprit par exemple, bloque l'expérience du corps, du moins pour un moment. Il y a quelque chose comme un équilibre, une espèce de relation complémentaire qui fait que l'espace psychique ne peut pas être plus grand qu'il n'est et que si une certaine activité prend de l'ampleur, les autres vont être en quelque sorte diminués. Mais ce modèle-là qui est proposé par Valérie n'est pas sans parenté avec le modèle du refoulement qui est proposé par Freud à peu près dans la même génération. Freud est d'une quinzaine d'années plus âgé que Valérie. Et alors, ce que Valérie nous dit du blocage ressemble à ce que Freud dira du refoulement. Mais Freud nous parlera du retour du refoulé.
Or, comment pouvons-nous expliquer le retour de la douleur, le retour du corps, le retour de la sensation nauséeuse chez des essaims, sinon comme une sorte de retour du refoulé? La nature a été expulsée, l'individu a voulu maîtriser dans l'artifice tout sa demeure, tout son environnement vital, mais il se trouve qu'il n'a pas réussi à expulser la nature de son propre corps, et c'est là qu'elle revient furieusement, sauvagement, à l'assaut de ce personnage qui finalement est battu par lui-même et vaincu par les puissances qui sont présentes dans le tréfonds de son être même. Je crois qu'il y aurait beaucoup à réfléchir sur ces espaces laissés vacants, sur les déficits de telle ou telle de nos fonctions, fonctions de rapport au monde, fonctions de rapport au corps, et qui dès lors font place pour une autre fonction. Je dirais que le déficit de l'activité intellectuelle est rempli concurremment par le monde et par le corps. Et nous faisons fréquemment l'expérience tout à fait inverse de celle du héros cérébral. Nous voyons en nous ou autour de nous le déficit de l'activité intellectuelle. Et nous voyons alors le corps prendre et accaparer une place probablement usurpée. Car en vous faisant aujourd'hui un exposé sur le héros cérébral et son corps, j'avais bien dans mon arrière-pensée qu'il vaudrait aussi la peine de faire un autre jour une conférence sur un sujet inverse, le héros corporel et son cerveau, le héros musculaire et son cerveau. Généralement, le cerveau est petit, mais si le corps a une défaillance, si le corps est soudain saisi par l'échec ou la vieillesse, eh bien le cerveau se met à travailler bizarrement pour remplacer tout ce grand corps qui a disparu. L'athlète fatigué se met à réfléchir, tant bien que mal. Mais je m'aperçois que j'ai renversé mon sujet, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut renverser les sujets et voir qu'ils sont quelquefois renversables. Mais comme je vous le disais, c'est là l'échec ou la vieillesse, eh bien le cerveau se met à travailler bizarrement pour remplacer tout ce grand corps qui a disparu. L'athlète fatigué se met à réfléchir, tant bien que mal. Mais je m'aperçois que j'ai renversé mon sujet, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut renverser les sujets et voir qu'ils sont quelquefois renversables. Mais comme je vous le disais, c'est là une autre histoire et je crois vous avoir retenu déjà beaucoup trop longtemps avec le défilé des héros cérébraux. Je vous remercie pour votre attention. Desidero, dopo questo lungo applauso, a nome del Presidente dell'Istituto Avvocato Marotta, anzitutto ringraziare il professor Starobinski che per una settimana ci ha condotto negli impervi e complessi cammini della sua ricerca critica, letteraria, estetica, psicologica, nella sua ricerca, che è tutto questo insieme. Ringraziare l'amico Galasso, che è qui non solo come persona che esprime la cultura napoletana estremamente vicina all'Istituto, ma che rappresenta anche il Ministero dei Beni Culturali, che molto deve alla sua iniziativa nel tempo in cui egli è in posto di alta responsabilità. L'amico Luciano Zagari che ha voluto avviare e introdurre questo dibattito. Non posso tutti ringraziare personalmente, ma l'amico Franchini che, rappresentante del CNR, ci segue con interesse, ci aiuta,
e anche due alti magistrati presenti in sala, il presidente Dino Marchetti e Paolo Vaiano, che, rinnovando un'antica tradizione culturale della nostra antica magistratura, ci seguono e ci aiutano, ma soprattutto al pubblico che con la sua presenza qui e nelle sale vicino di sabato pomeriggio, in una bella giornata di primavera, sottolinea col suo interesse quella funzione che noi pretendiamo di svolgere nella città di Napoli, funzione di centro di insegnamento, di incontro, funzione che crediamo possa, sia pure marginalmente, contribuire a far sì che questa città torni centro di una grande cultura europea. Oui. Ah oui, oui, oui. C'était possible que nous veniamo le c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui commence et recommence. Va renaître, dès lors il cesse d'être un héros purement cérébral pour compléter son existence par cette dimension d'amour qui lui a fait défaut pendant si longtemps. Ce sont des épousailles bibliques, ce sont les épousailles de David et d'Abigaïl, David et la Sulamite. Mais le roman est ainsi fait que Clotilde doit partir pour Paris. Il y a un échec financier, il y a quelques péripéties qui appauvrissent Pascal. Clotilde doit partir à Paris s'occuper de son frère Maxime ataxique, victime de la syphilis ou victime d'une fatalité héréditaire. Elle est cependant enceinte et Pascal ne le saura que trop tard. L'enfant qu'ils ont ensemble représente la vie, ce pourquoi il a toujours lutté. Donc au-delà du savoir, il y a la vie continuée, mais Pascal est condamné, dès lors qu'il est privé de l'amour, de la présence de Clotilde, il est condamné à retrouver son corps, cette fois sous la forme où l'hérédité se glisse en lui de façon irrécusable, sous la forme de la sclérose cardiaque, n'est-ce pas ? Et Zola, qui se documente bien, sérieusement, lourdement auprès des médecins, décrit chez son docteur Pascal tous les symptômes de l'angor pectoris et d'un infarctus qui finira les jours du pauvre médecin avant que Clotilde ne puisse revenir et lui apporter la consolation. Mais Pascal observe sa mort heure par heure. Il inscrit même sa propre mort dans l'arbre généalogique. Il reste l'homme de l'enregistrement savant de tous les instants de sa propre vie. D'ailleurs, à la même époque, un médecin allemand était mort de la même façon en décrivant heure par heure ce qu'il avait éprouvé. Mais, ici encore, comme dans Louis Lambert, le romancier va mettre dans la bouche de son personnage la théorie qui explique le rôle du corps, le rôle et l'interaction réciproque du corps et de l'intelligence. Et vous allez le voir, c'est la leçon de la thermodynamique et non plus la mécanique de l'action et de la réaction qui va ici intervenir. Zola, un peu solennellement et un peu lourdement, met dans la bouche de Pascal des ultima verba. L'homme baignait dans un milieu, la nature, qui irritait perpétuellement par des contacts les extrémités sensitives des nerfs. De là,
la mise en œuvre non seulement des sens, mais de toutes les surfaces du corps, extérieures et intérieures. Vous voyez ici toute la théorie de la synesthésie dont je vous ai parlé. Or, c'étaient ces sensations qui, en se répercutant dans le cerveau, dans la moelle, dans les centres nerveux, s'y transformaient en tonicité, en mouvement et en idée. Et il avait la conviction que ce bien porté consistait dans le train normal de ce travail. Recevoir des sensations, les rendre en idées et en mouvement, nourrir la machine humaine par le jeu régulier des organes. Le travail devenait ainsi la grande loi, le régulateur de l'univers vivant. Dès lors, il était nécessaire que si l'équilibre se rompait, si les excitations venues du dehors cessaient d'être suffisantes, la thérapeutique en créa d'artificielles. Et il rêvait toute une médication nouvelle, la suggestion, l'autorité toute puissante du médecin pour les sens, l'électricité, les frictions, le massage pour la peau et les tendons. Il voyait de nouveau le monde sauvé dans cet équilibre parfait, autant de travail rendu que de sensations reçues, le branle du monde rétabli dans son labeur éternel. Cette page est assez comique dans sa conviction scientifique, un peu fruste, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas trop vite sourire. L'idée d'un salut du monde par l'hygiène publique et privée n'intervient dans cette page ni pour la première, ni pour la dernière fois. Il y a des remises au goût du jour de ce genre de théories qui nous viennent par exemple aujourd'hui de Californie et qui trouvent bien des adeptes sur le sol de l'Europe. Ce que vous aurez remarqué dans la théorie scientifique du docteur Pascal, c'est tout bonnement le principe de Mayer-Helmholtz-Joule de la conservation de l'énergie et de la transformation de l'énergie afférente en travail efférent. On trouve également chez Zola et dans la bouche du docteur Pascal des doctrines qui sont presque celles que l'on trouverait au fond à la même époque chez Freud. Des idées selon lesquelles les excitants extérieurs doivent susciter une réponse, Freud dira une abréaction dans le langage de Louis Lambert encore, n'est-ce pas ? Si l'on veut que l'homme se porte bien, il doit y avoir une sorte d'élimination de l'excitation. C'était d'ailleurs une de ces théories que l'absolu repos ne valait rien, qu'on ne devait jamais le prescrire, même au surmené. Un homme ne vit que par le milieu extérieur où il baigne, et les sensations qu'il en reçoit se transforment chez lui en mouvement, en pensée et en acte, de sorte que s'il y a repos absolu, si l'on continue à recevoir des sensations sans les rendre digérées et transformées, il se produit un engorgement, un malaise, une perte inévitable d'équilibre. Vous avez ici la doctrine, si j'ose dire, la formulation d'un impétus laborieux, d'une morale du travail qui est celle précisément contre laquelle protestera Lafargue dans son fameux pamphlet « Le droit à la paresse ». Eh bien, vous le voyez, nous avons ici un héros cérébral qui formule la théorie même qui régit sa propre vie et qui va mourir d'avoir perdu ce contact aimant avec cette jeune femme, mais mourir les yeux ouverts, en toute conscience et en portant son espoir, non pas dans l'achèvement du savoir dont il n'est pas capable, mais dans le prolongement de la vie avec un grand V, notion quelque peu large et fruste et taillée à la manière de Zola, bien sûr, donc très grossière en un certain sens, mais cependant très noble dans l'image finale de la mère qui allaite son enfant. Eh bien, si nous passons maintenant à Huysmans, nous quitterons un univers de la fécondité
pour entrer dans un univers de la stérilité et du célibat endurci. Vous savez que Huysmans avait été proche de Zola, lui avait dédié un roman, Les Sœurs Vathar, mais dans un rebours de 1884, il va développer une espèce de fable bouffonne, car son héros des Esseintes est une sorte de pantin. Et cela va être le commencement du divorce entre Zola et Huysmans. Des Esseintes est un esthète. Je dirais que chez ce héros essentiellement inactif, la puissance toujours en éveil, c'est la volonté de sentir. La volonté de sentir, la volonté de jouir. En fait, on pourrait analyser des Esseintes en termes kierkegaardiens. Il est l'homme du stade esthétique, et Huysmans, dans une préface tardive, nous laissera entendre que, après l'expérience de des Esseintes, il ne peut y avoir que l'agenouillement au pied de la croix ou le coup de pistolet, c'est-à-dire le saut dans le religieux, comme dirait Kierkegaard. Eh bien, des Esseintes, lui, s'est dilapidé dans le dilettantisme sexuel, dans le dilettantisme du plaisir. Et il s'est tellement dilapidé, il s'est tellement usé, qu'il lui va falloir, sur ordre des médecins, se cloîtrer dans une solitude qu'il meuble pour satisfaire sa sensibilité d'esthète. Il se fait en quelque sorte l'ensemblier d'une solitude recluse où toute espèce de dispositif, que ce soit la bibliothèque, l'orgue à bouche qui lui dispense des espèces de cocktails, les fleurs qui imitent les fleurs artificielles, des Esseintes se fait l'ensemblier d'un monde totalement séparé de la nature. Car chez ce névrosé, marqué dès la naissance par la névrose, ce qui prévaut, c'est la haine de la nature, la volonté de s'en rendre maître, l'artificialisme érigé en principe. D'où l'amour de des Esseintes pour le latin de la décadence, d'où l'amour de des Esseintes pour tout ce qui est corrompu et morbide. J'aurais aimé ici faire une étape par une analyse stylistique très attentive, presque microscopique, de quelques paragraphes du livre. Mais ce n'est pas là la place d'une telle analyse. Je dirais simplement que du point de vue méthodologique, j'aimerais examiner à la loupe un paragraphe comme celui-là qui se trouve au début du roman et qui explique pourquoi des Esseintes va devoir mener cette existence enfermée, claustrale, protégée, mais en même temps douillette, remplie de jouissances qu'il peut dominer et maîtriser et guider en apparence, presque entièrement à sa guise. Quoi qu'il tentât, un immense ennui l'opprimait. Il s'acharna, recourut aux périlleuses caresses des virtuoses. Mais alors sa santé faiblit et son système nerveux s'exacerba. La nuque devenait déjà sensible et la main remuait droite encore lorsqu'elle saisissait un objet lourd, capricante et penchée quand elle tenait quelque chose de léger comme un petit verre. Les médecins consultés l'effrayèrent, il était temps d'enrayer cette vie, de renoncer à ces manœuvres qui alitaient ses forces. Il demeura pendant quelque temps tranquille, mais bientôt le cervelet s'exalta, appela de nouveau aux armes, de même que ces gamins qui, sous le coup de la puberté, s'affament de mets altérés ou abjects, il en vint à rêver, à pratiquer les amours exceptionnels, les joies déviées. Alors ce fut la fin.
comme satisfait d'avoir tout épuisé, comme fourbu de fatigue, ses sens tombèrent en léthargie, l'impuissance fut proche. L'analyse stylistique nous montrerait chez Huysmans cette étrange répétition de la tentative, n'est-ce pas, ce perpétuel recommencement d'une volonté de sentir qui ne veut jamais abdiquer, et la double conséquence de l'affaiblissement d'une part et de l'exacerbation de l'autre. Il y a une espèce de concurrence entre la débilité et une espèce de vibration encore plus aiguë de tout l'organisme, de tout l'être. Alors, j'aurais montré le jeu des préfixations en ex, s'exacerba, s'exalta, exceptionnel et même épuisé. Et j'aurais montré le jeu des préfixations de la perversion, des mots commençant par le préfixe ab, comme abject, dévié, tout cela pour aboutir au préfixe privatif par excellence, impuissance. Et assurément, des Esseintes, dans le récit qui va se poursuivre, est un impuissant, mais un impuissant qui veut sentir, qui veut dominer ses sensations, qui veut être le maître absolu de son univers sensoriel. Or, que va-t-il advenir? Il va advenir que, dans toutes les sensations que des Esseintes va vouloir se donner pour jouir, la souffrance viendra comme doubler ou prolonger en écho ces sensations. Et nous pourrions faire ici l'inventaire de tous les épisodes du roman où, presque constamment, le héros cérébral, dans sa demeure solitaire, qu'il a agencée de la façon la plus parfaite, dont il a réglé le fonctionnement comme une grande horloge, avec 2 serviteurs qui sont appelés par des timbres et par des signes qui évitent toute espèce de contact humain, toute espèce de parole et de voix, eh bien, des Esseintes va tenter des plaisirs qui se tourneront constamment en tourment. D'abord, lisons le texte capital qui est la profession de foi antinaturelle. Le tout est de savoir s'y prendre, de savoir concentrer son esprit sur un seul point, de savoir s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la réalité. Au reste, l'artifice paraissait à des Esseintes la marque distinctive du génie de l'homme. Comme il le disait, la nature a fait son temps. Profession de foi qui fait penser à Baudelaire. Mais c'est là véritablement un projet de héros cérébral, n'est-ce pas? Un projet de maîtrise et même de maîtrise abstraite ou d'hallucination dirigée, un peu dans le sens où Hervé de Saint-Denis proposait de diriger les rêves. Est-ce qu'un homme ainsi maître de son domaine, de ses moyens, avec une richesse considérable, va rencontrer l'adversité? En fait, il dispose l'univers autour de lui de façon à ajuster de façon parfaite tous les objets à ses possibilités de jouissance. À tout objet naturel, des Esseintes substituent un objet second, dépendant de lui seul, et qui ne comporte pas en principe le risque d'affrontement que tout objet extérieur, que toute personne étrangère peut entraîner. Aucune adversité n'est à craindre quand, sous la protection d'une suffisante fortune matérielle, l'on s'entoure d'objets qui remplacent le monde. Que le substitut soit mimétique, comme un tableau, métaphorique ou imaginaire,
qu'il s'agisse de livres ou bien de locomotives à la place de femmes, ou de fleurs naturelles imitant des fleurs fausses, tout est du ressort de l'art, de l'artifice, tout a passé au tribunal du jugement critique, et par conséquent, rien n'a été admis qui n'ait été considéré propre à satisfaire le goût le plus difficile, la plus difficile exigence. Cette sélection rigoureuse qui se développe au long des célèbres chapitres et qui décrivent les collections de Des Esseintes, cette sélection crée un monde en miroir où chaque désir trouve ce qui lui correspond, où chaque rareté suscite un plaisir qui l'agrée. Mais le péril est là qui guette. Il guette dans le corps de Des Esseintes. La fonction que les narratologues appellent fonction d'opposition, la fonction d'opposant qui fait obstacle au désir ou à l'action du héros, est dans le corps du héros, dans sa mémoire, dans ses rêves, dans ses cauchemars ou dans sa douleur corporelle. Certains d'entre vous connaissent cet ancêtre des machines à cocktail qu'on trouve maintenant dans de nombreux cafés, l'orgue à bouche, inventé par Des Esseintes, permettant de mélanger des liqueurs tout à fait hétérogènes et de créer des espèces de cocktails. Bien. Le chapitre de l'orgue à bouche se termine par une scène épouvantable. Pourquoi ? Parce que la dernière boisson que prend Des Esseintes a un goût phéniqué, un goût de phénol. Et ce goût de phénol, par association, rappelle à Des Esseintes une rage de dents épouvantable qu'il a eue dans le passé et l'extraction terrible qui a dû être faite par un gigantesque et castrateur dentiste. Un autre chapitre rapproche les réflexions mystiques de Des Esseintes et la philosophie de Schopenhauer. On est sur le point de s'endormir en quelque sorte dans une espèce de nirvana, à la fois à travers la littérature mystique et la philosophie de Schopenhauer, et voici que survient le tourment, les névralgies, et que se réveillent toutes les douleurs corporelles. Ces retours de la croyance, ces appréhensions de la foi le tourmentaient surtout depuis que des altérations se produisaient dans sa santé. Il coïncidait avec des désordres nerveux nouvellement venus. Alors ce sont des douleurs affreuses et toute une torture du corps que Huysmans va s'ingénier à décrire, car chez lui l'esthétisme se renverse volontiers en dolorisme. Ces accidents avaient lentement disparu grâce à une vie plus réglée. Maintenant, ils s'imposaient à nouveau, variant de forme, se promenant par tout le corps. Des douleurs quittaient le crâne, allaient au ventre ballonné, dur, aux entrailles traversées d'un fer rouge, aux efforts inutiles et pressants, puis la toux nerveuse, déchirante, aride, commençant juste à telle heure, durant un nombre de minutes toujours égal, le réveilla, l'étrangla au lit, enfin l'appétit cessa, des aigreurs gazeuses et chaudes, des feux secs lui parcoururent l'estomac, il gonflait, étouffait, ne pouvait plus, après chaque tentative de repas, supporter une culotte boutonnée, un gilet serré. Ici, Des Esseintes devient presque une espèce de clown pitoyable. Le chapitre des fleurs, Des Esseintes commande des fleurs rares, mais c'est devant une fleur rare qu'il s'assoupit dans la tiédeur de la serre, et c'est là qu'il fait le cauchemar de la grande vérole. Et c'est là qu'il voit apparaître la femme dont les affreux yeux se tournent contre lui. Il y a là tout un fascinium et encore une fois toute une hantise de castration qui se manifeste. Un autre épisode sera celui de
la réminiscence du passé à travers des parfums, des bouteilles débouchées, mais la scène se termine par une douleur aiguë et par un malaise où Des Esseintes s'évanouit. Il doit être secouru par ses serviteurs. Puis s'impose la névrose gastrique, avec une faim qui devient un tourment, mais une nausée qui empêche l'ingestion de tout aliment. Je dirais qu'ici, l'intervention de la nausée en 1884, autant et plus que dans un voyage à Cythère de Baudelaire, me paraît d'une très grande importance. C'est à peu près à la même époque que le héros de la faim de Knut Hamsun connaît lui aussi la nausée après avoir mangé de la viande avariée. Et cette nausée des Esseintes me paraît significative par l'écho ou le relais que lui donnera un autre héros intellectuel, je veux dire le héros du roman qui s'intitule La nausée, Roquentin, n'est-ce pas, le héros de Sartre. Et à propos de ce livre, à propos de ce roman, j'ouvre ici une simple parenthèse en lisant un passage de L'être et le néant de Sartre, où Sartre nous dit ce qu'il entend par nausée, et ce qu'il entend par nausée, vous allez le voir, c'est tout bonnement la sensation du corps, la synesthésie. Et Sartre utilise ce mot qui, au moment où il écrivait L'être et le néant, était encore couramment utilisé par les psychologues français. En l'absence même de toute douleur physique, l'affectivité synesthésique est pure saisie non positionnelle d'une contingence sans couleur, pure appréhension de soi comme existence de fait. Cette saisie perpétuelle par mon pour soi, entendez par ma conscience, d'un goût fade et sans distance qui m'accompagne jusque dans mes efforts pour m'en délivrer et qui est mon goût, c'est ce que nous avons décrit ailleurs sous le nom de nausée. Une nausée discrète et insurmontable révèle perpétuellement mon corps à ma conscience. Bien sûr, Roquentin reste un héros intellectuel et dans les chemins de la liberté, nous verrons apparaître chez Sartre des héros qui s'engagent. Mais c'est là une autre histoire, c'est le cas de le dire. Autre jouissance ou autre consolation que Des Esseintes veut se donner, la musique, les illusions, enfin les plaisirs de la musique. Mais elles vont se transformer en illusions de l'ouïe, en une espèce d'hallucination auditive. Il entendra retentir à ses oreilles des glades morts, des bourdonnements qui réveilleront encore davantage ses nausées. Et c'est alors qu'appelé in extremis, un médecin fort savant, héros intellectuel, si vous voulez, à sa manière, trouve le moyen de guérir Des Esseintes, mais d'une manière encore une fois clownesque, par des lavements nutritifs. À rebours, n'est-ce pas? La nourriture que Des Esseintes ne peut prendre par la bouche lui sera injectée par voie rectale et on lui demandera de regagner Paris pour échapper à cette solitude qui est finalement plus délétère que salvatrice. Vous le voyez ici, la douleur corporelle représente le sévère retour offensif de la nature pour celui qui avait espéré s'en séparer à tout jamais, pour celui qui avait espéré vivre dans l'artifice. La nature niée se retourne contre le sujet, contre le héros qui voulait vivre cérébralement, mais avec tout son appareil nerveux au service de ses jouissances. Il en va de même dans d'autres textes de Huysmans comme en Rade. Vous me direz que, oui, bien sûr, l'esthétisme implique l'exercice des facultés sensorielles, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'esthétisme sans qu'il y ait tout un appareil nerveux en éveil. Il faut donc une présence active de la nature en nous, à notre service, pour que nous jouissions de la vie.
Mais la conclusion qu'en tire Huysmans, je vous l'ai déjà fait entrevoir, c'est la conversion, c'est le passage au stade religieux, mais remarquons que chez lui, le passage au stade religieux n'éliminera nullement l'esthétisme, et cet esthétisme se convertira en dolorisme. Huysmans va écrire des pages très travaillées, très belles, très esthétisantes sur le terrible Christ de Grunewald ou sur sainte Lidwine de Scriedam, l'héroïne de Thomas à Kempis. Qu'il me suffise, car maintenant je dois conclure, de vous dire que Valéry aura lu et relu à rebours, qu'il aura été fasciné par ce livre avant de prendre du champ et de se distancer de Huysmans. Dans une conversation avec Frédéric Lefebvre, parlant de son héros dont j'ai parlé hier, Valéry déclare « Teste est un personnage obtenu par le fractionnement d'un être réel dont on extrairait les moments les plus intellectuels pour en composer le tout de la vie d'un personnage imaginaire. Mais si spécialisé qu'il soit, si détaché des modes d'exister communs. Détaché des modes d'exister communs, c'est bien ce qu'étaient des Esseintes. Il arrive un moment où la douleur physique a raison de lui, et j'ai voulu indiquer dans Teste l'aspect que prend la sensation douloureuse aiguë quand elle envahit et traverse le champ d'une intelligence elle-même toujours excitée. Eh bien, je conclurai maintenant en laissant bien des problèmes de côté, en laissant ouvertes bien des questions, mais j'aimerais rappeler un ou deux éléments qui peuvent servir à pousser un peu plus loin notre réflexion. Je reviendrai sur cette remarque d'ordre narratologique que j'avais formulée au passage. Quand l'action se concentre dans le domaine de l'intellect, alors l'opposant adéquat ne peut être que le corps. Le corps douloureux est l'opposant, en quelque sorte prédestiné à une action elle-même purement interne, cérébrale et au fond nerveuse. Si bien que dans ce que j'appellerais la psychomachie de l'homme moderne, le corps devient le grand partenaire, source de jouissance, mais limite infranchissable quand il est le porteur de la douleur. Un second point qui m'a paru devoir être souligné et que je reprends et relève en manière de conclusion, c'est que les écrivains qui prennent pour sujet l'expérience du corps et l'expérience conjuguée de la conquête intellectuelle sont très souvent tentés de fournir dans leur texte la clé des phénomènes qu'ils décrivent. C'est ainsi que Valéry, dans les fragments que j'ai signalés hier sur les rapports entre le corps, l'esprit et le monde, Valéry déclare que le mon corps, le mon esprit, le mon monde, ce sont trois directions qui se dessinent toujours, et trois domaines. Quand l'un domine et par conséquent se différencie, se manifeste en tant que diversité, les deux autres sont au contraire simplifiés et bloqués. Ainsi, quand le mon esprit se divise ou que le mon corps se fait plusieurs sensations. Il y a là quelque chose comme un modèle proposé par Valéry, n'est-ce pas, pour expliquer la façon dont l'hypertrophie de telle de nos expériences, l'expérience de l'esprit par exemple, bloque l'expérience du corps, du moins pour un moment.
il y a quelque chose comme un équilibre, une espèce de relation complémentaire qui fait que l'espace psychique ne peut pas être plus grand qu'il n'est, et que si une certaine activité prend de l'ampleur, les autres vont être en quelque sorte diminuées. Mais ce modèle-là, qui est proposé par Valéry, n'est pas sans parenté avec le modèle du refoulement qui est proposé par Freud à peu près dans la même génération. Freud est d'une quinzaine d'années plus âgé que Valéry. Et alors, ce que Valéry nous dit du blocage ressemble à ce que Freud dira du refoulement. Mais Freud nous parlera du retour du refoulé. Or, comment pouvons-nous expliquer le retour de la douleur, le retour du corps, le retour de la sensation nauséeuse chez des esseintes, sinon comme une sorte de retour du refoulé? La nature a été expulsée, l'individu a voulu maîtriser dans l'artifice tout sa demeure, tout son environnement vital, mais il se trouve qu'il n'a pas réussi à expulser la nature de son propre corps, et c'est là qu'elle revient furieusement, sauvagement, à l'assaut de ce personnage qui finalement est battu par lui-même et vaincu par les puissances qui sont présentes dans le tréfonds de son être même. Je crois qu'il y aurait beaucoup à réfléchir sur ces espaces laissés vacants, sur les déficits de telle ou telle de nos fonctions, fonctions de rapport au monde, fonctions de rapport au corps, et qui dès lors font place pour une autre fonction. Je dirais que le déficit de l'activité intellectuelle est rempli concurremment par le monde et par le corps. Et nous faisons fréquemment l'expérience tout à fait inverse de celle du héros cérébral. Nous voyons en nous ou autour de nous le déficit de l'activité intellectuelle. Et nous voyons alors le corps prendre et accaparer une place probablement usurpée. Car en vous faisant aujourd'hui un exposé sur le héros cérébral et son corps, j'avais bien dans mon arrière-pensée qu'il vaudrait aussi la peine de faire un autre jour une conférence sur un sujet inverse, le héros corporel et son cerveau, le héros musculaire et son cerveau. Généralement, le cerveau est petit, mais si le corps a une défaillance, si le corps est soudain saisi par l'échec ou la vieillesse, eh bien le cerveau se met à travailler bizarrement pour remplacer tout ce grand corps qui a disparu. L'athlète fatigué se met à réfléchir, tant bien que mal. Mais je m'aperçois que j'ai renversé mon sujet, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut renverser les sujets et voir qu'ils sont quelquefois renversables. Mais comme je vous le disais, c'est là une autre histoire.